Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent en live. Nous, on est là depuis 8h30, tous et toutes ensemble pour l'autre partie de la matinée RH sportive. Donc, on a fait du sport tous ensemble. Donc, je suis Loïs, je suis Urban Sports Club. On est un avantage salarial sport et bien-être, le plus diversifié d'Europe. Et donc, on organise cet événement, cette matinée RH sportive sur le thème du sport et du leadership. On va se demander en fait ensemble comment le monde du sport peut inspirer le monde du travail. Et donc pour ça, je suis aujourd'hui avec 4 super speakers, donc avec Marie-Christine Kameni, Anna Bouya-Mbengue, Charlotte Defey-Ripoche et Niels Portemer. Merci beaucoup à vous 4 d'être avec nous pour cette table ronde. Je vous propose de commencer par des petites présentations, voilà, pour que tout le monde sache qui vous êtes. Très bien, merci Loïs. Donc, je me présente, Niels Portemer, j'ai 50 ans. Je suis père de 2 belles filles, donc d'une très belle entreprise. Et à côté de ça, j'ai un double parcours professionnel, à la fois dans le monde du sport de haut niveau et de l'entreprise, puisque j'ai travaillé dans l'événementiel. Je suis aujourd'hui enseignant, formateur depuis bientôt 10 ans dans différentes écoles de commerce en France, sur des filières RH, sport, entrepreneuriat. J'enseigne le management, le leadership. Et à côté de ça, je suis aussi sportif, puisque j'ai fait champion du monde il n'y a pas longtemps. J'ai gardé mon titre que j'avais gagné déjà en 2017 en Corée. Je suis sauteur en hauteur, donc je pratique l'athlétisme. Et j'ai gagné mon premier titre en 2017 en Corée, ensuite en Pologne et dernièrement au mois de mars aux États-Unis, en Floride, où je garde mon titre pour la 4e année. Donc c'est ma petite fierté, mes filles, mon métier et ma passion, l'athlétisme. Merci beaucoup. Bonjour, Charlotte Defey-Ripoche. Alors moi, je pilote un studio qui accompagne les organisations, les collectifs, les écoles sur les sujets de transformation et notamment du transformation du travail. Et je le fais en faisant beaucoup des événements parce que j'ai l'assez forte conviction que c'est en faisant bouger les gens, ce qu'on a fait ce matin, hein, en se mettant en mouvement, qu'on arrive à comprendre les changements, qu'on arrive à comprendre les transformations. Et en général aussi, c'est de cette manière-là que les collaborateurs comprennent ce qui se passe dans une entreprise, dans un collectif, alors que traditionnellement, les transformations, c'est des messages assez descendants. Donc moi, je mets les gens en mouvement, je les rends acteurs des dispositifs, et je le fais parce que j'ai un background avant qui n'avait rien à voir, mais j'ai passé 15 ans en agence de communication et de publicité, où je faisais du branding, du marketing, et ensuite j'ai passé 6 ans dans un organisme de formation, où j'ai appris l'apprentissage et le learning, et c'est ce que je mets en œuvre dans les dispositifs que je monte, avec toujours le climax, le point d'orgue qui est autour de l'événementiel. Voilà, je suis ravie d'être avec vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors donc moi c'est Anna Bouya-Mbengue, donc je suis psychologue du travail et ergonome, consultante QVCT et formatrice, bon, c'est un peu long. Et en fait donc j'accompagne les DRH et les dirigeants à prévenir les risques professionnels de leurs salariés, donc notamment sur les risques psychosociaux, les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Voilà, donc je propose plusieurs interventions personnalisées comme le diagnostic RPS, le diagnostic QVCT, études ergonomiques, etc. Voilà, et donc généralement on fait appel à moi quand il y a des problèmes d'absentéisme, de turnover, etc. Voilà. Donc, bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Donc, Marie-Christine Kameni, je suis créatrice de contenu et coach carrière. Donc, auparavant, j'ai commencé ma carrière dans la finance, notamment au conseil en stratégie. Et en parallèle de mon activité professionnelle, donc j'ai constaté que beaucoup de professionnels manquaient des opportunités professionnelles à cause justement de cet accès à ce manque d'accès à l'information. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de créer donc mon média, la Jobsetteuse, au travers duquel je partage des conseils sur la recherche d'emploi, l'évolution de la carrière, la productivité au travail. Donc avec l'idée de donner toutes les clés, tous les outils pour que les salariés puissent décrocher les opportunités de leurs rêves, puissent être plus épanouis au travail, mieux alignés avec leur travail. Et d'un autre côté, je travaille également avec les entreprises pour justement faire ces ponts-là, créer des opportunités et leur permettre de recruter des talents. Donc voilà, c'est ce que je fais. Merci. Merci pour cette présentation. Donc oui, aujourd'hui, on va se demander, comme je vous disais, comment le monde du sport peut inspirer le monde de l'entreprise à travers 3 prismes. Le premier, d'abord, on va faire un état des lieux en fait à travers une étude qu'on a menée chez Urban Sports Club qui s'appelle le Wellbeing Compass.
donc la boussole du bien-être. Et en fait, on va utiliser les résultats de cette étude et ces données pour un peu démarrer notre réflexion. Ensuite, on étudiera donc ce parallèle entre le monde du sport et le monde de l'entreprise à travers le prisme du parallèle entre le coaching et le management. Donc, quelles sont les similitudes, peut-être les différences. Ensuite, on se questionnera sur le rapport au repos, à la résilience et à la récupération. Pareil, dans les deux milieux, le sport et l'entreprise. Et pour finir, on s'intéressera à notre rapport au succès, à l'échec et à la performance. Avant de conclure et de répondre à vos questions ici et en live. Du coup, ce Wellbeing Compass qu'on a mené chez Urban Sports Club, en fait, il s'intéressait à ce qu'on a appelé 7 piliers du bien-être. Qui sont le pilier donc social, mental, physique, émotionnel, spirituel, financier et environnemental. Et sur ces 7 piliers, on a demandé à 5000 personnes en Europe, donc 1000 personnes en France, quel était leur niveau de satisfaction pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens se sentent bien ou pas en fait. Et donc j'ai quelques données sur lesquelles que je voudrais vous partager et sur lesquelles je voudrais vous faire réagir. Donc la première, merci. La question, c'était comment les Européens et les Européennes notent-ils leur bien-être global. Et donc, avec surprise ou pas, les Français sont derniers sur ce classement, sur les 5 pays. Donc, les 5 pays, c'est l'Espagne, le Portugal, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne. C'est les 5 des pays où Urban Sports Club est présent en Europe. Et donc ça, c'est la moyenne européenne. Et ça, c'est les Pays-Bas qui sont en premier. Donc, est-ce que ça vous a surpris que la France soit dernière? Qu'est-ce que vous pensez de cette donnée? Est-ce que c'est plus une question culturelle française ou est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a entre guillemets, un souci avec le bien-être en France? À vous, mesdames. Qui veut réagir? Vas-y, à toi. C'est moi qui réagis. Tu veux dire quelque chose? Voilà. Par rapport au le bien-être, enfin, je pense que ça a un rapport avec la manière dont le travail s'est transformé depuis le Covid. Et peut-être qu'il y a un sujet, mais on va en parler après, autour, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je le comprends et je l'interprète par rapport à ce que je vois dans les entreprises. Le bien-être dans une entreprise, est-ce que c'est bien compris en fait? Est-ce que c'est encore un peu bisounours ou est-ce que ça signifie quelque chose dans la culture de la boîte? Enfin, moi, c'est la question que je me pose par rapport au côté très français, en fait. Comme on est tout le temps en train de se... Enfin, je dis pas tous les Français, mais il y a quand même une tradition de un peu jamais être content, quoi. Les Français se plaignent beaucoup, etc. Et donc, du coup, d'être... Alors après, c'est bien parce que ça remet en question. La remise en question, c'est intéressant. Mais moi, je dirais que c'est aussi cette manière de... Est-ce que le bien-être, c'est inscrit quelque part dans la mission, la vision de la boîte, et est-ce que c'est compris par tout le monde? Est-ce que c'est incarné? Ou est-ce que c'est juste un chief off, je sais pas quoi, de bien-être, et que du coup, personne ne va comprendre en fait le truc? C'est la question que je me pose. J'ai pas de réponse, mais tiens. Oui, je pense aussi que, enfin, pour compléter ce que tu disais, il y a aussi des attentes sur les conditions de travail et sur le sens au travail aussi. Voilà. Et donc, tous les salariés français sont très en attente justement d'avoir des conditions de travail adaptées. Oui, enfin, je pense que même sur le stress, les risques psychosociaux, enfin, il y a le burn-out, etc. C'est vraiment rentré dans dans le langage courant en fait. Et donc, voilà, ça élève en fait les attentes sur ce sujet-là. Là, tu veux rajouter quelque chose? Le deuxième point de données, c'est que 53% des répondants du coup déclarent, merci Nils, prendre activement soin de leur bien-être. Donc à la fois, bon, c'est cool, c'est plus de la moitié, mais au final, c'est pas tant que ça, parce que ça veut dire qu'il y a 47% qui ne prennent pas soin activement. Donc voilà, on s'est demandé aussi pourquoi, qu'est-ce qui les freinait. Et un autre point de données, c'est que les femmes manifestent un plus grand désir d'améliorer leur bien-être que les hommes, dans tous les domaines, donc les 7 piliers que je vous ai mentionnés, à l'exception du bien-être professionnel. Donc bon, malheureusement, c'est pas non plus hyper surprenant parce qu'on sait que les femmes sont moins bien loties dans plein de dimensions de notre société. Et la suite, donc, sur le top 3 des facteurs qui limitent les répondants dans l'amélioration de leur bien-être professionnel. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à se sentir mieux au travail? La première qui est citée, c'est la surcharge de travail.
La deuxième, c'est le manque de reconnaissance et le manque d'équilibre entre vie pro, vie perso. Voilà, donc d'où, entre guillemets, la place qu'a les entreprises dans le bien-être des individus. Et justement, sur cette responsabilité des entreprises, c'est quasiment 60% des personnes qui pensent que les entreprises doivent jouer un rôle majeur ou de support pour promouvoir le bien-être au travail. Est-ce que sur ça, vous voulez réagir? Est-ce que tu disais, Anna, que tu pensais que les gens avaient des attentes particulières? Et c'est vrai que ce chiffre, il le confirme. Je pense pas que ça dédouane les personnes de leur responsabilité sur leur bien-être individuel, mais les individus, les candidats s'attendent à ce que leur entreprise participe en fait à leur bien-être. Voilà. Je sais pas si quelqu'un... Alors moi je vais y aller, j'ai le micro. Alors justement, pour confirmer ce qui a été dit tout à l'heure, moi ça ne me choque pas, puisque de par mes voyages un petit peu partout dans le monde, j'ai pris conscience que nous les Français, on banalisé cette dynamique-là. On va en Asie, on va dans d'autres pays, le bien-être, notre corps est notre première entreprise, et c'est vrai qu'ils prennent beaucoup plus soin que nous en France. Mais bon, ça a peut-être changé, je suis persuadé. Et cette notion de déséquilibre vie pro, vie perso, ça me parle effectivement, puisque c'est un terme qui est appelé le blurring d'ailleurs. Et c'est de plus en plus fréquent, puisque l'être humain a besoin de passer un peu plus de temps en famille, a besoin d'être plus en forme. On sait qu'on va devoir travailler plus longtemps. Donc il va falloir mettre un petit peu plus d'énergie et de vitamines dans notre corps. Et ce serait très bien que les entreprises puissent œuvrer et dynamiser et proposer beaucoup plus d'actions pour que les salariés puissent se sentir mieux, avoir cette fierté d'appartenance, et aussi de pouvoir prendre un peu de repos, parce qu'on prend tellement de décisions tous les jours, on est tellement sur une surcharge de travail qu'on a besoin de prendre un peu de recul. Et c'est très bien, donc je découvre en même temps les chiffres, mais c'est top. Si quelqu'un veut réagir. Donc oui, donc ce que je vais rebondir effectivement sur ce que Nils dit, qui est très vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail est une place très importante dans nos vies, puisqu'on passe beaucoup plus de temps au travail que n'importe où ailleurs. Et donc, c'est hyper important que les entreprises aussi jouent ce rôle-là de prendre part activement au bien-être de leurs salariés, parce qu'à partir du moment où ils ne se sentiront pas bien dans leur tête, dans leur corps, cela va impacter par ricochet la performance, et donc ce n'est ni bon finalement pour le salarié ni bon pour l'employeur. Donc il y a un vrai rôle à jouer, il y a plein de dispositifs effectivement via lesquels ils peuvent par lesquels ils peuvent accompagner finalement leurs salariés, mais c'est indéniablement quelque chose sur quoi ils doivent travailler. Du coup, je vous propose qu'on passe à premier prisme qu'on va évoquer, donc le parallèle entre le coaching et le management. Nils, est-ce que tu veux nous parler de ton rapport au coaching, à la fois toi en tant que sportif et peut-être aussi en tant que coach toi-même, en tant qu'enseignant du management? Oui, alors j'aime bien rappeler qu'on est tous coachs, on est tous des managers, puisqu'il faut déjà se manager soi-même. Comment voulez-vous manager les autres si déjà on a du mal à se manager soi-même? Prendre conscience, comme je disais avant, que notre corps est notre première entreprise, et effectivement en tant qu'entraîneur et en tant qu'athlète, puisque je pratique toujours, on a besoin d'être bien accompagné, on a besoin d'apprendre à tendre la main, à déléguer, à faire confiance, mais aussi on doit apprendre à être recadré, et pour ça il faut être bien entouré, et que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde du sport, savoir bien s'entourer. Et moi, en ce qui me concerne, sur la partie sportive, effectivement, j'ai tout un comité de direction autour de moi, comme en entreprise. Et mon comité de direction, c'est l'ostéo, c'est le kiné, c'est le dentiste, c'est la diététicienne nutritionniste, c'est tout un corps autour de moi qui va m'aider à aller chercher la performance. Et en entreprise, c'est pareil, ils ont un comité de direction, et à nous justement d'être grands et de savoir s'entourer de gens encore plus brillants que soi pour nous faire briller. Et ça, c'est la grande difficulté. Et voilà. Yes, peut-être je peux faire remonter Charlotte. Est-ce que tu veux nous parler de ta vision du rôle du manager, et peut-être de la différence entre être manager et être leader? Waouh.
Vaste programme. Alors du coup, moi je suis aussi manager de moi-même, mais pas manager de quelqu'un, mais de manager des équipes que je monte sur les projets. Donc ça, c'est ma vision. Et la vision que j'ai aussi, c'est ce qu'on me rapporte, ce que j'entends dans toutes les entreprises, les écoles, les collectifs où je vais. Déjà, la première chose, c'est que en fait, le manager a changé. Le manager d'avant, on va dire, je sais pas, il y a une dizaine d'années encore, c'était quelqu'un qui était l'expert qui montrait l'exemple. Okay, et l'expert qui montre l'exemple, c'est le type avec les barrettes. Je dis le type parce que c'est souvent plus des hommes. Et donc, voilà, celui qui montre l'exemple. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce que les collaborateurs attendent, et c'est pas du tout la manière dont les entreprises fonctionnent bien. Le manager, c'est celui qui va avoir plus la vision aujourd'hui opérationnelle, versus le leader qui va avoir plus la vision stratégique. Et j'ai envie de dire que pour moi, le manager doit être un leader dans l'entreprise. En revanche, le leader peut être quelque chose d'autre que manager, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément manager. Et donc je pense que c'est ça qui est un peu... En fait, il y a plutôt le manager qui a cette vision en fait orga, efficacité, plutôt staffing. Voilà. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'il permette à son équipe de prendre du recul. Et le leader, il va leur donner la vision. Il va avoir. En fait, c'est lui qui est un peu le lien entre la stratégie de l'entreprise et comment ça doit cascader auprès des équipes. Et donc ça, c'est plus de l'ordre de la motivation. Et donc c'est ça qui est un peu toujours latent dans les entreprises, c'est entre est-ce que tu es manager, est-ce que tu es leader, est-ce que tu es les deux, ou est-ce que tu n'es que leader. Et tu peux être leader dans l'entreprise parce que tu es leader d'un sujet, tu es leader d'une équipe, tu es leader d'une mission. Et voilà. Et en revanche, je trouve que, enfin en tout cas de mon point de vue, le manager doit forcément être un peu un leader quelque part, et donc un peu un coach. On en revient à ça, parce que en fait cette double casquette en fait opérationnelle et stratégique, c'est ce qui va lui permettre de motiver, de donner le cap. Enfin, je pense qu'on en reparlera sur le côté leadership, arbitrage, donner le cap, donner le cadre, c'est super important. Et voilà. Donc ça c'est un peu c'est la vision que j'en ai aujourd'hui. Et je pense que ça a vraiment beaucoup changé, quoi. Aujourd'hui, en fait, t'as pas besoin d'être l'expert de la mission, de la fonction, de la compétence pour être manager. En revanche, t'as besoin d'avoir en fait ce recul, se donner ce cap et d'avoir donc tous les éléments pour être en force sur et ta vision opérationnelle et ta vision stratégique. Est-ce que tu veux du coup continuer parce que tu as donc organisé un événement pour un de tes clients sur le parallèle entre l'arbitrage et le management? Oui. En fait, effectivement, du coup, moi, ça fait longtemps que, en fait, quand je monte des événements sur les sujets de transformation du travail, en général, ce que j'aime bien faire, c'est sortir du cadre, être en rupture, permettre de changer son point de vue, de faire le pas de côté. Tous ces petits mots-là que je dis toute la journée. Et donc, le sport, ça permet, en fait, de voir l'entreprise autrement, tout comme la musique aussi. Le chef d'orchestre, tout comme, enfin, il y a plein de l'artistique. Je suis en train de monter un séminaire sur un parcours artistique versus l'entreprise. Enfin, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, donc sur ce cas-là, cet exemple très concret, en l'occurrence, c'est une entreprise, un grand acteur du monde culturel, retail en France, qui avait besoin en fait d'emmener son leadership group. Donc le leadership group, pour eux, c'est un groupe de 50 personnes qui sont des managers, mais qui sont des leaders aussi, qui sont pas forcément tous des managers. Et ils avaient besoin, en fait, d'inspirer ce groupe-là. Et moi, j'aime bien qu'on parle d'inspiration, mais j'aime bien qu'on aille au-delà de l'inspiration et qu'on mette les gens en action. Et donc, en l'occurrence, je les ai amenés à Clairefontaine. Donc Clairefontaine, tout le monde connaît Clairefontaine, c'est là où l'équipe de France de foot s'entraîne. On était accompagnés par un arbitre international de foot, donc un peu ce que fait du coup Niels, qui est en même temps coach et sportif de haut niveau. L'arbitre international de foot qui est sur les terrains et qui est en même temps coach. Et on a concocté 2 journées pour cette équipe de 50 personnes,
où on leur a fait expérimenter tous les parallèles entre le leadership et l'arbitrage. Ça veut dire quoi l'arbitrage dans l'entreprise? C'est-à-dire donner un cap, donner un cadre, mais savoir le casser. Ça veut dire donner en fait les codes, comprendre à qui on a affaire dans un collectif. Donc en fait, on avait aussi fait pas mal de choses autour de des personnalités, des postures de chacun. Enfin bref, c'était 2 jours qui étaient très intenses et à la fin des 2 jours, on est allé sur le terrain. Et donc aller sur le terrain pour des gens qui sont ni sportifs ni qui font du foot, c'est petit micro. C'est pas forcément évident. Donc en fait, il faut aussi savoir donner des rôles à chacun. Et savoir remettre en question tout ça. Donc bon, bref, c'était extrêmement inspirant et ça a permis à ce leadership group en fait de resserrer les liens, de se connaître autrement, finalement d'expérimenter en fait cette expérience immersive. Elle a été très forte pour l'entreprise, pour après quoi. Voilà. Bon, je pourrais en parler pendant des heures, mais on a autre chose à dire. Anna, en tant que psychologue du travail, qu'est-ce que tu perçois quelle est la responsabilité des managers dans le bien-être de leurs équipes? Oui, alors pour moi, le rôle, en fait, il est central, hein, le manager, pour que ses équipes, en fait, se sentent bien, que les salariés puissent être motivés, performer, etc. Il peut aussi agir, en fait, sur 3 piliers. Notamment sur le soutien social. Voilà, c'est important en fait que les salariés se sentent soutenus par leur manager, qu'ils puissent en fait répondre à leurs attentes, à leurs besoins, les conseiller, etc. Le deuxième, ça va être la reconnaissance. Voilà, c'est important aussi que le manager en fait donne de la reconnaissance à ses salariés, sur justement les investissements de chacun, etc. Et puis le troisième, ça va être aussi sur l'autonomie. Voilà, en fait, le manager en fait a un rôle justement dans la possibilité que chacun a en fait d'être autonome, sur ses tâches, ses activités, etc. Puis donc en gros, le manager a vraiment un rôle de motivation en fait. Hein. En gros, ça permet en fait aux salariés d'être motivés, de s'engager en fait dans leur travail, etc. Et donc d'avoir un collectif performant, en gros. Est-ce que tu te retrouves dans ces attentes des candidats sur ce que vient de dire Anna? Est-ce que tu as une autre vision des attentes des salariés vis-à-vis de leur manager? Oui, donc je me retrouve parfaitement dans ce qu'elle dit. Et effectivement, aujourd'hui, le niveau d'attente des candidats, des salariés est élevé. C'est-à-dire qu'avant, on voyait le manager comme simplement un chef, un supérieur hiérarchique. Sauf qu'aujourd'hui, on passe de cette posture de simple supérieur hiérarchique à manager finalement coach. Et donc, de la part vis-à-vis de cette de ce manager coach, on a 2 types d'attentes. D'un point de vue opérationnel, effectivement, donc qu'il soit présent, qu'il puisse effectivement non pas faire le travail à la place des autres ou micromanager, mais plutôt faire confiance, montrer la voie, montrer comment faire, accompagner et permettre finalement à l'équipe de prendre des décisions par elle-même et donc de manière éclairée et donc de cultiver cette capacité-là à prendre des décisions, à analyser, etc. Et d'un autre côté, on a l'aspect plus humain où effectivement on attend aujourd'hui, en tout cas les candidats, et c'est de plus en plus le cas, attendent de ce manager d'avoir cette dimension humaine, d'avoir cette connexion qu'il crée individuellement et collectivement avec ses équipes. Et donc par cela, ça passe par la confiance, le fait donc d'avoir confiance en ses équipes, de prendre un peu de se mettre un peu en retrait, mais de montrer également qu'on est là, donc de soutenir les équipes, de faire également preuve de valorisation de leurs efforts, de valorisation de leur travail, montrer effectivement qu'on a conscience, même quand effectivement il y a des cas d'échec, etc., montrer qu'on reconnaît ce qui a été bien fait, etc., et donc valoriser cette progression, etc. Et donc c'est ainsi qu'on arrive finalement à fidéliser même davantage ces salariés-là. Donc ce sont les attentes. Et c'est ce qui va contribuer aujourd'hui, en tant que salarié, en tant que candidat, à rester, en tout cas déjà être attiré par une entreprise, par un type de manager précis par rapport à un autre, et ensuite de rester plus longtemps dans l'entreprise.
Merci. Je vous propose de passer du coup à la seconde partie sur donc les parallèles entre le monde du sport et l'entreprise, sur le rapport au repos, à la résilience, à la récupération. Nils, est-ce que tu veux nous parler de comment le repos s'intègre dans tes entraînements, dans ta vie en tant que sportif ? Alors le repos fait partie de la performance, fait partie de l'entraînement et là, petit clin d'œil à tous ces jeunes qui nous écoutent, quand on leur dit après 5 jours d'entraînement, il faut se reposer et que le samedi, le dimanche, on a tendance à se dire, bon, on va aller jouer au basket. Et non, il faut savoir se reposer. Moi, j'aime bien parler de récupération à la fois sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan émotionnel. Donc quand je me prépare, j'ai une planification d'entraînement, mais j'ai aussi une planification de mes séances de récupération sur le plan physique. Je me repose, je dors, je fais des micro-siestes. Ça déjà, c'est des actions que vous pouvez mettre en place. Sur le plan mental, c'est travail de respiration, de méditation. J'aime bien parler aussi, ça va parler au manager de savoir prendre rendez-vous avec soi-même sur son agenda. Savoir planifier une petite demi-heure pour soi toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, en tout cas faites-le. Et sur le plan émotionnel, moi j'ai appris à cuisiner, donc c'est vrai que faire la cuisine, apprendre à échanger avec les ingrédients, avec les fruits et les légumes de couleur, les apprécier, faire du lèche-vitrine, des boutiques, tous ces éléments-là font partie de ma préparation et chaque semaine, chaque mois, je suis très perfectionniste, je sais exactement à quel moment je vais récupérer sur le plan physique, sur le plan mental. C'est ça, donc en fait, tu disais c'est planifié, c'est-à-dire que c'est pas du repos quand on a le temps ou quand on n'a plus le choix parce qu'on est épuisé, c'est vraiment une tâche entre guillemets qui est allouée à un moment, etc. quoi. Oui, alors j'essaye de m'y tenir au maximum, mais j'aime bien aussi qu'il y ait une part d'improvisation, parce que parfois on ne peut pas s'y tenir, même s'il le faudrait, mais avoir toujours un plan, d'être calé, d'être réglé comme une horloge, c'est bien, mais de temps en temps, il faut se laisser une semaine où on se libère aussi de son organisation et de son plan, parce que c'est très énergétivore de se plier à une organisation. De temps en temps, il faut se laisser aussi aller. Oui, ça me fait penser au fait que quand on parle de rigueur, on pense à la rigueur dans le travail. Mais au final, si on veut performer, il faut aussi avoir de la rigueur dans notre capacité à se tenir à nos temps de repos, etc. quoi. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et un autre récupérateur émotionnel, c'est d'appeler les amis. Et oui. Ben oui, alors c'est un des points de données, je ne l'ai pas présenté parce qu'on n'a pas autant de temps qu'on pouvait, mais une des choses que les personnes mettent en place pour se sentir mieux, c'est d'essayer de rester plus en contact avec leurs amis et leur famille. Donc ça en effet, c'est identifié par les gens et ça peut paraître évident, mais c'est un vrai support. Bien sûr. Charlotte, comment toi tu accompagnerais une entreprise qui veut changer sur les questions de charge de travail? Parce qu'on a vu que c'était un des freins majeurs en fait au bien-être des personnes. Ouais. Alors encore une fois, c'est un vaste sujet, la charge de travail. Je vais pas répondre directement. La charge de travail, en fait, c'est vraiment un truc, en tout cas, encore une fois de mon point de vue, c'est très intuitu personae. C'est-à-dire que quand tu vas demander, c'est vraiment, est-ce que c'est une charge de travail par rapport à une personne, par rapport à un contexte, par rapport à une équipe, un manager, une mission. Donc, si tu veux, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je ferais, moi, je proposerais quelque chose qui permette de libérer la parole. En fait, libérer la parole, donc c'est mettre un cadre qui va permettre aux gens de, encore une fois, de sortir en fait de leur bureau, sortir de leur quotidien, et d'aller rencontrer. Ça peut être un atelier d'intelligence collective, ça peut être une marche en fait avec son manager. En fait, ce qui est important, c'est de sortir, de faire quelque chose de différent, libérer la parole, donc donner un cadre safe pour pouvoir s'exprimer et comprendre que il se passe quelque chose dans le bureau d'à côté. Parce qu'en fait, quand t'es surchargé, en tout cas que toi, ta manière d'appréhender le truc,
t'es en mode charge de travail, t'es tout seul avec toi-même. Et ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe à côté, c'est-à-dire le bureau d'à côté. En fait, souvent, moi, quand je monte des événements, quand je monte des ateliers d'intelligence collective, quand je monte des dispositifs comme ça, les gens ne savent pas ce que fait le mec à côté d'eux. En fait, c'est vraiment ça. Et le fait de comprendre ce que font les gens à côté de toi dans le bureau, à côté de toi dans l'entreprise, à côté de toi dans l'équipe, c'est aussi une manière de relativiser, non pas de dire que ta charge elle est pas trop, voilà, mais en tout cas de comprendre ce que font les autres et peut-être d'ajuster en fait avec les autres, plutôt que de rester tout seul dans son problème. Voilà. Donc il faut aussi évidemment avoir le sponsor, manager, leader, etc. Enfin, il faut qu'il y ait des gens qui soient OK pour faire ça. Mais ouais, moi, la manière dont j'accompagnerais ce genre de problématique, c'est vraiment de libérer la parole. Donc c'est de donner un cadre pour permettre aux gens de s'exprimer. Et ce qui est, pour être encore plus concrète, moi, la manière dont je le fais, c'est aussi avec des ressources pédagogiques. Parce que, en fait, quand tu dis aux gens, on va vous donner une demi-journée pour travailler différemment, pour expérimenter la créativité. Allez-y. Et puis derrière, t'as les managers qui disent bon, on leur a donné du temps, mais il s'est rien passé. Oui, mais en fait, il s'est rien passé parce que c'est pas leur job. Donc en fait, il faut donner le cadre. Et donner le cadre, c'est aussi les accompagner avec des ressources pédagogiques, avec des facilitateurs, avec des collaborateurs qui deviennent des ambassadeurs et qui vont les accompagner. Il y a plein de manières. Mais voilà, moi, ce truc de charge de travail, ça fait partie des autres sujets en fait sur lesquels, quand il y a une problématique, il n'y a pas d'injonction à faire différemment. Par contre, il y a une manière de faire s'exprimer les gens pour comprendre en fait d'où ça vient. Et est-ce que du coup, est-ce qu'ils ont dans la compréhension de où ils vont. Encore une fois, on est sur le cap, le cadre, et moi je trouve que c'est très important aussi dans ces cas-là de parler de sécurité psychologique. J'aime bien cette anecdote. C'est un truc qui date d'il y a au moins 15 ans. Mais Google, il y a une quinzaine d'années, ils ont fait une étude partout dans le monde parce qu'ils se demandaient, en fait, la question c'était qu'est-ce qui rend une équipe performante ? Ils ont fait plein de trucs, ils sont allés voir plein de gens, voilà. La conclusion de cette étude internationale, c'est qu'est-ce qui rend une équipe performante ? C'est la sécurité psychologique. C'est est-ce que on peut s'exprimer ? Est-ce qu'on a le droit à l'échec ? Est-ce qu'on a le droit à l'erreur ? Est-ce que on sait ce qu'on fait celui d'à côté ? Voilà. Donc du coup, je trouve que c'est voilà, ça participe. On est paralysé en fait. Exactement. On n'ose rien faire. Exactement. Voilà. Anna, du coup, toi, quand tu accompagnes les entreprises, ça veut dire qu'elles ont déjà identifié qu'il y avait un problème puisqu'elles font appel à toi. Oui. Donc, on peut faire le diagnostic. C'est déjà un super pas en fait. Et toi, comment ça se passe ? Pourquoi elles prennent contact avec toi ? Est-ce que c'est la direction ? Est-ce que c'est une demande des salariés ? Et comment tu les accompagnes quand c'est des sujets liés à la surcharge de travail ? Oui. Alors, ça peut être les deux, ça peut être l'employeur, les élus du personnel, les salariés. Okay. Voilà. Et souvent, après, c'est l'employeur qui me contacte ou la DRH, le DRH. Alors, quand il y a en fait déjà une problématique de charge de travail qui est identifiée, en fait, ça fait partie des risques psychosociaux, la surcharge de travail. En fait, l'objectif, ça va être donc de diagnostiquer les causes, en fait. Elles peuvent être multiples, organisationnelles, matérielles, managériales, etc. Et donc, ça va être vraiment d'aller identifier les causes de la surcharge de travail dans une équipe. Donc, par exemple, alors si je peux citer des choses pour que ce soit un peu plus concret, ça peut être lié, par exemple, à des interruptions de tâches fréquentes. Ça peut être lié à des outils inadaptés ou plus lents. Ça peut être lié aussi à une mauvaise répartition en fait de la charge de travail dans une équipe, etc. Mais l'objectif, ça va être vraiment d'analyser les causes pour pouvoir en fait agir dessus et puis améliorer les conditions de travail, préserver la santé mentale et physique des salariés. Voilà en gros. Mais donc tes préconisations, elles sont avant tout pour la direction, pour le management, ou c'est aussi les équipes elles-mêmes Alors c'est avec les salariés. Donc en fait la méthodologie que j'utilise, en fait ça correspond vraiment à ce que tu dis. Forcément en fait moi je vais aller échanger avec les salariés individuellement ou collectivement, parfois les deux. Mais l'objectif c'est qu'ils me parlent en fait, qu'ils me fassent confiance pour me dire en fait les réelles causes, enfin les réelles conditions de travail, etc. Et moi mon apport ça va être d'analyser en termes de facteurs de risque, en gros en termes de causes du stress, voilà, pour faire court. Okay. Voilà.
Marie-Christine, qu'est-ce que tu perçois des attentes des salariés par rapport à la surcharge de travail? Est-ce que c'est quelque chose dont les candidats ont peur? Comment tu le perçois? Aujourd'hui, ce rapport effectivement à la surcharge de travail, il a particulièrement évolué d'un point de vue salarié. Et c'est marrant parce qu'on a très souvent tendance à opposer la Gen Z et les seniors, les autres générations. Et pourtant, ces différentes générations, aujourd'hui, se rejoignent autour d'un point: l'équilibre vie pro-vie perso. C'est hyper important aujourd'hui. D'une part, on a une Gen Z qui, effectivement, a vu leurs parents donner tout pour leur travail, parfois sans reconnaissance derrière. Et donc, il n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs. Aujourd'hui, elle a envie, cette génération, justement, d'avoir un travail qui est plus équilibré, de préserver sa santé mentale, d'éviter cette culture du présentéisme qui a aussi été très présente, qui continue même encore d'être présente dans notre société française en particulier. Et donc, en fait, ce rapport-là, il a totalement évolué. Mais ce ne sont pas les seuls à considérer ça. On a aussi les seniors qui, quelque part, ont subi des burn-out, ont subi des gros moments de pression intense au travail, etc. et qui n'ont plus envie de retomber, en fait, dans ce tunnel-là. Et en plus de ça, dont les priorités ont tout simplement évolué. On a une famille, on a des petits-enfants, on a un rapport, finalement, au temps qui est totalement différent. Et donc, dans tous les cas, on recherche donc cet équilibre-là. Et c'est hyper important, justement, qu'ils arrivent à retrouver cet équilibre-là, qui va contribuer à ce que tu as dit, Charlotte, la sécurité psychologique. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit être également, qui doit être revu par les employeurs pour justement réussir à satisfaire les salariés de ce point de vue-là. Mais c'est difficile, j'imagine, quand on est candidat, de demander... d'en faire un critère dans le choix de son employeur, parce que déjà, c'est difficile de savoir si une entreprise a une surcharge de travail ou pas. Et en plus, on peut se dire que poser ce genre de questions, ça peut être, entre guillemets, discriminant si on commence à dire... parce que ça peut être perçu comme, en gros, moi, j'ai pas envie de trop travailler. Donc, est-ce que les candidats, vous pensez qu'ils osent poser ce genre de questions? Est-ce que les gens font beaucoup d'heures supplémentaires, etc. Alors, il y a des moyens de le savoir, effectivement. C'est de poser la question déjà à des personnes qui ont travaillé dans l'entreprise. Ça peut ne pas être le manager avec lequel, justement, on est en train de passer l'entretien, mais plutôt des personnes qui auraient fait partie, par exemple, de notre école, des personnes qu'on connaît, des amis d'amis qui travailleraient dans l'entreprise et qui pourraient nous donner des insights. Donc ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, j'encourage très souvent les candidats à le faire. Ça permet en fait de savoir si l'environnement qu'on va rejoindre, on est aligné avec ou pas du tout. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'arriver en fait dans une entreprise dans laquelle on ne se sent pas bien finalement et de devoir partir de manière prématurée. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, d'autres moyens, c'est de poser la question en entretien, mais de manière un peu plus dissimulée, et donc de demander à quoi ressemblent vos journées types, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'entreprise. Et généralement, lorsque cet équilibre il existe dans l'entreprise, c'est quelque chose que naturellement le manager va mettre en avant en fait. Va dire effectivement, moi je travaille, j'aime beaucoup cette manière de travailler, j'aime beaucoup ça dans l'entreprise, et notamment le fait de pouvoir justement avoir du temps derrière pour moi. Parce que comme c'est quelque chose qui est de plus en plus important pour les gens, généralement en entretien, le manager ou en tout cas le RH, etc. n'hésite pas à valoriser parce qu'encore une fois, ils savent que ce sont des outils d'attraction et de rétention de candidats. Et après, au-delà de ça, pour revenir en fait sur l'aspect au rapport au repos, etc. C'est rappeler aussi que le repos, c'est pas juste rentrer et dormir. Ça peut être aussi simplement avoir du temps pour soi, ce qu'on appelle les Américains le me time, avoir du temps à passer avec ses proches, avoir du temps pour s'adonner à des activités bénévoles, des activités entrepreneuriales, à but lucratif ou pas forcément. Mais voilà, c'est simplement avoir du temps qu'on va pouvoir allouer à d'autres activités à côté et qui vont contribuer finalement au bien-être au travail. Et Anna, je repense à une question par rapport à ça. Est-ce que, comme toi, quand les entreprises te contactent, elles ont entre guillemets déjà fait le diagnostic qu'il y avait un problème, mais est-ce qu'il y a quand même parfois ou souvent de la résistance de la part du management ou de la direction quand tu fais tes préconisations de dire bah oui, mais en fait, nous, on a tels objectifs, on ne peut pas se permettre de X ou Y, ou est-ce que en général, ils comprennent ce que tu leur proposes et ils y sont ouverts? Il y a les deux profils. Il y a ceux qui sont résistants et donc je dois argumenter. Je
je précise les faits, etc. Et aussi les répercussions sur la santé, sur la performance, en fait. Hein. En gros, il y a vraiment les deux profils. Il y en a qui sont, en attente, en fait, justement, d'avoir un vrai diagnostic pour pouvoir évoluer, progresser, etc. Il y en a qui sont un peu réfractaires, mais bon, on arrive quand même, à leur dire, en fait, la réalité avec un diagnostic bien fait. Comment tu les convaincs? Alors, en fait, j'échange. Je fais toujours des restitutions, même à la fin. Enfin, là, c'est vraiment la fin. Mais j'échange. Il y a un temps d'échange. Je présente des résultats. Et donc, on discute. Et puis, en fait, moi, je propose des préconisations, mais c'est forcément à l'employeur et puis aussi avec les salariés, les managers, etc., de choisir, en fait, les meilleures préconisations ou de les mettre, j'ai perdu mon mot, mais en gros, de les planifier, Voilà, dans le temps, etc. Oui, donc tu leur donnes un plan d'action, tu crées un plan d'action avec eux. C'est ça, l'objectif, c'est vraiment que tout le monde soit participatif, etc. Donc, c'est collectif, en fait. Voilà. Et la plupart du temps, c'est du one-shot ou parfois, tu les accompagnes sur la durée, ça arrive? Alors, ça arrive. Alors, ça a un coût. Mais en fait, le suivi, c'est la réalité, hein. Mais le suivi, il est forcément nécessaire. Que ce soit donc quand on fait appel à un consultant externe, donc ça peut être le consultant externe, mais sinon c'est en interne. Voilà, la prévention, en fait, la démarche de prévention ou même de QVCT, ça se construit dans le temps. Et puis il faut renouveler, approfondir, s'adapter, optimiser, etc. Et Niels, donc tu enseignes le management en école de commerce notamment. Est-ce que, du coup, c'est des futurs candidats, les personnes avec qui tu travailles, les étudiants? Est-ce que c'est quelque chose dont ils te parlent, la surcharge de travail, dont ils ont peur ou à laquelle ils sont prêts? Comment tu perçois leur rapport à ça? J'avais envie de rigoler, là. Je crois qu'ils ne perçoivent rien du tout. Non, ils ne sont pas conscients de la réalité. Déjà qu'ils arrivent... Ils n'ont pas entendu non, ils sont pas conscients. Je pense qu'ils veulent travailler 2 mois, partir 1 mois en vacances. Ils veulent... Non, c'est une bonne question et qui me fait un peu rigoler, mais là, ils sont surcharge de travail, même quand on l'aborde. Ils se demandent de quoi on parle. Et... par contre, ils veulent donner du sens, ils veulent gagner de l'argent, qu'il y ait du sens. Ils veulent gérer leur emploi du temps, avoir du temps pour leurs loisirs, mais après, charge de travail, organisation, priorisation, gestion du temps, performance. Pour plus tard. Pour plus tard. Allons pas les bousculer sur ce sujet-là, mais il faut. Ok. Je peux juste rebondir oui, sur vas-y, Charlotte. Parce que, du coup, ce que disait Niels, il y a une petite vidéo de Brut qui est super intéressante, qui est très courte. C'est Julia de Funès, la philosophe, qui parle beaucoup qui est très controversée, mais qui est quand même très intéressante sur les sujets du travail. Et elle est interrogée et elle explique que elle accompagne une entreprise et qu'il y a un manager qui lui dit « Je ne sais plus comment faire. Dans mon équipe, il y a des gens qui sont là depuis 15 ans, 20 ans dans la boîte, qui veulent être là jusqu'à 19h tous les soirs, à qui il va falloir que je donne des trucs, et qui sont cadrés, qui sont la responsabilisation c'est plus compliqué, etc. Bon voilà. Et puis de l'autre côté, j'ai des nouveaux entrants, 25 ans, qui partent à 17h30, qui font leur job aussi, mais c'est pas du tout la même manière d'aborder le temps de travail. Et puis surtout, ils disent, alors moi, je vais travailler peut-être 4 ans pour vous, et après, moi, dans 4 ans, je pars faire le tour du monde avec ma copine. Et en fait, ils ont pas peur, voilà. Et donc c'est juste pour rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport aux jeunes. Et en fait, le manager aussi, pour revenir aussi à la première question sur le manager, faut qu'il gère ça aujourd'hui. Donc je pense que c'est des choses à prendre en compte parce que en fait, avant le travail c'était tout. Et puis en fait, la vision du travail et la prévention du travail, tu l'as dit, c'est un élément dans la vie. Et alors que pour mes parents, ou même pour moi, quand j'ai commencé à bosser, parce que j'ai 49 ans à peu près comme toi, donc voilà, moi, c'était pas ça, en fait. Tu obéis à ton chef, le chef avec les barrettes, il te donne un salaire, donc tu dois être content. Voilà, aujourd'hui, on peut pas dire ça, en fait. C'est politiquement pas correct. Oui, mais après...
du coup, en fait, il faut aussi comprendre que c'est difficile pour les managers qui sont dans qui ont grandi dans cette culture managériale-là, de réussir à évoluer. Mais peut-être que aussi ces personnes-là peuvent se rendre compte, ah, mais ça veut dire que moi aussi, je peux accéder en fait à moi-même plus d'équilibre. Moi aussi, je peux avoir ces attentes-là de mon N+1 à moi. Donc, mais j'imagine que ça prend du temps, quoi. Ouais. Tu veux réagir, Marie-Christine ? En disant, en plus, ça s'est exacerbé avec l'IA, en fait. Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA qui permet de faire des tâches qu'on prenait 2, 3 heures, 4, parfois 5 heures à faire, on arrive à les faire en quelques minutes, littéralement. En fait, les gens ont de moins en moins envie de passer du temps à faire des choses qu'ils pourraient faire plus rapidement pour, encore une fois, allouer du temps à autre chose. Ça peut être une pratique sportive, etc. Donc oui, clairement, c'est quelque chose dont doit prendre conscience le manager pour lui-même aussi adapter sa méthode de management, etc. Et pour, encore une fois, améliorer la performance collective. On peut passer du coup à le troisième et dernier prisme à travers lequel on étudie du coup le parallèle entre le monde du sport et de l'entreprise, qui est donc le rapport au succès, à l'échec et à la performance. Niels, toi, dans ta carrière sportive ou même en entreprise, est-ce que tu voudrais nous parler d'un échec qui t'a permis d'avancer, d'évoluer ? Bah oui, mon plus bel échec. Donc toi, tu es au courant, vous aussi, vous êtes au courant, mesdames. Mon plus bel échec, c'était entre 2016 et 2019, puisque pendant 2 ans et demi, 31 mois, 135 semaines, j'ai bien dit 31 mois, 135 semaines, j'ai été SDF. Et pendant cette période de SDF, j'ai été double champion du monde. Donc effectivement, je me suis reconstruit, je me suis reformaté, je suis allé chercher la performance, j'ai évité de me morfondre. Et finalement, aujourd'hui, quand j'en parle à mes parents et qu'ils me disent « Oui, mais t'as quand même merdé, etc. » Je dis « Non, je remercie presque la vie, je remercie cet échec, puisque sans cet échec, je n'aurais pas appris à me connaître moi-même. J'aurais pas appris à faire le tour de moi-même, et non pas le tour du monde. Et ensuite, j'aurais pas connu cette nouvelle vie que j'ai. La rencontre de ma future femme, puisque je me marie au mois de septembre avec la championne du monde croate, puisque je partage ma vie entre la France et la Croatie, donc c'est une belle aventure. Et j'ai eu ces 2 titres de champion du monde parce que je suis passé par des galères. Et bien souvent, les sportifs vous le diront, hein, après une période difficile, j'étais au fond du trou. On se dit, ah bon, les champions olympiques, je savais pas qu'ils étaient au fond du trou. Et finalement, on a besoin d'être au fond du trou pour se dire, bon, qu'est-ce qui est le mieux pour soi? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce qui va m'apporter un plaisir? Et bien entendu, les premières victoires, c'est sur le sport. Avant d'aller chercher un boulot, avant d'aller chercher un appartement, bon, j'ai galéré, je partais d'un appart à un autre. C'était un peu chiant, je donnais des cours, je fermais la porte, je savais pas où j'allais après. Mais je me suis dit, j'ai au moins un objectif, une victoire, c'est... j'étais déjà champion d'Europe à l'époque et un jour, mon entraîneur il me disait bon ça va, gagne ce titre, comme ça tu pourras dire tu as été champion du monde pendant cette période. Et là je me suis dit ah oui pourquoi pas, et si j'étais champion du monde? Alors j'essayais de chercher un appartement et je me dis non, et finalement pendant la période de galère j'ai pensé à aller chercher l'exceptionnel, alors que d'habitude on pense à notre sécurité, et non, je me suis dit quitte à aller chercher le Graal, fais-le là, maintenant, et ce sera plus beau. Donc j'ai donné du sens, et c'est toute cette expérience qui fait que cet échec, pour moi, je remercie cet échec, puisque voilà, c'est beaucoup d'or, beaucoup de médailles, et je suis fier. Voilà. Oui. Merci. Et à nouveau sur ce rapport, parce que dans le monde du sport, le succès, en fait, entre guillemets, est très évident. Enfin, en tout cas, c'est la perception que j'en ai de l'extérieur. C'est-à-dire que quand tu t'entraînes pour une compétition, le succès, c'est avoir telle ou telle place, même si j'imagine qu'on ne vise pas toujours la première place, etc. Mais en tout cas, c'est très clair si c'est un succès ou un échec. Dans le monde du travail, c'est assez différent, parce que même si on se fixe des objectifs chiffrés, c'est quand même moins évident, même si on est 20% au-dessus de notre objectif, etc. On ne considère peut-être pas ça comme un échec. Est-ce que dans le monde du sport, c'est pareil? Est-ce que si on est au palier d'en dessous, à la place d'en dessous, on le considère aussi comme un succès, ou est-ce que c'est un échec? Comment toi tu le perçois? Alors, qui dit succès dit frustration, parce qu'après un succès, on repart à zéro et on se dit qu'est-ce qu'on va aller chercher derrière, donc on a l'habitude. Et moi, j'ai peut-être pas expliqué ma discipline, puisque je pratique l'athlétisme et le saut en hauteur. Et le saut en hauteur est le seul sport au monde avec le saut à la perche où le sportif termine non pas sur 1, mais sur 3 échecs consécutifs.
Donc 100% de nos compétitions terminent sur 3 échecs consécutifs, puisque le saut en hauteur, c'est une prise d'élan, une impulsion au-dessus d'une barre, et plus on passe, plus la barre elle monte. Jusqu'à un moment donné, on ne peut plus, donc on est obligé de terminer sur 3 échecs. Donc je vous incite, vous parents, à mettre vos enfants sur l'athlétisme, et plus particulièrement sur le saut en hauteur, puisque ça m'a appris à aller chercher le positif et de me dire, il va y avoir une frustration au bout, et faut que je cherche quelque chose de positif derrière. J'ai été dernier, il a plu, je me suis fait une petite entorse, mais c'est pas grave, j'ai donné le plaisir à... Voilà, c'est cette caisse de sens, cette caisse d'énergie positive, et je le souhaite pareil, hein, que le manager, puisque c'est le vrai couteau suisse de l'entreprise, puisse aider les collaborateurs à aller chercher toujours des éléments positifs dans son quotidien. Et je pense que c'est la grande difficulté aujourd'hui, parce qu'on veut tous avoir un gros salaire, un équilibre, mais il faut aussi se faire plaisir pendant 7-8 heures. Et dans le rapport au succès, il y a le facteur chance. Comment est-ce que tu le provoques dans le cadre de tes activités? Oui, c'est une très bonne question. Dans ma préparation, le facteur chance fait partie du jeu. Je le prends vraiment au sérieux, puisque en tant que prof de management, je dirais que la chance, c'est une compétence qui se développe, qui est contagieuse. Le philosophe aurait tendance à dire que la chance, c'est un rendez-vous avec l'inattendu. C'est une opportunité qui ne demande qu'à être saisie. Et effectivement, les 2 ingrédients qui développent la chance, c'est le réseau qui est autour de vous, et c'est de multiplier les tentatives. Donc le commercial qui a besoin de faire la prospection le matin, qui fait 30 appels, qu'il en fasse 40. Qui multiplie la prise de risque. Plus on va prendre de risques, plus on va multiplier les tentatives de prospection, plus il y aura ce facteur chance qui va vous tendre la main. Le problème, c'est que le facteur chance ne vous dit jamais quand elle arrive. Mais en tout cas, dans chaque saison, dès que je commence, je me dis, j'espère que la chance va arriver à tel moment. On la programme, on la prépare. Mais pour ça, faut tenter. Il y a ce qu'on appelle d'ailleurs la loi des 10 000. Réaliser 10 000 fois le geste, et surtout les gymnastes le connaissent très bien, donc ils le répètent, que ce soit visuellement, ils le projettent, ils le visualisent, ils le répètent en permanence pour que le jour où même on est en difficulté, on a une petite blessure, le corps il se met en quelque sorte en pilotage automatique, et parfois on est capable de faire quelque chose d'exceptionnel, et voilà, donc le facteur chance, oui, très important. C'est dans mon programme, et on se parle avec la chance, hein, on est 2. Hein. On est 2. Ne me dites pas que je suis seul à parler tout seul. Hein. Charlotte, comment toi tu l'abordes, ce rapport à l'échec et au succès dans le cadre du travail? C'est dur de parler après Nils. Hein. C'est aussi inspirant et tout. Alors moi j'ai envie de dire que l'échec, c'est la base en fait. Alors ça c'est très compliqué dans la culture d'entreprise traditionnelle en France particulièrement, je pense. Les anglo-saxons sont plus portés sur ça, ont moins peur de perdre ou d'échouer. En France, ça commence à bouger un peu parce que la culture start-up commence à infuser dans les entreprises traditionnelles. Mais moi, j'aime bien cette notion d'échec, mais je la vois plus comme une notion de test and learn. En tout cas, pour que ça fasse moins peur dans le monde de l'entreprise. Le sujet, c'est quand même de se dire, en fait, échouer, c'est apprendre. En fait, donc du coup c'est se dire apprendre, prendre en fait en considération ce qui n'a pas fonctionné et ce qui a fonctionné. Il y a toujours des choses qui fonctionnent et du coup continuer. En fait, c'est finalement pour moi l'échec, c'est du test and learn et c'est de l'amélioration continue. Donc en fait, c'est un peu de l'agile. Voilà, c'est un peu de la méthodologie. Et je dis ça parce que j'ai passé comme je vous disais tout à l'heure, j'ai passé d'abord beaucoup d'années en agence de pub et ensuite j'étais dans un organisme de formation, j'étais dans la start-up interne. Et dans la start-up interne, en fait, il fallait qu'on réinvente la pédagogie et le learning, la formation, sur les sujets de transformation. En l'occurrence, à l'époque, c'était digital, transformation digitale. Et donc, on avait des idées. À chaque fois qu'on avait une idée, on se disait, on fait un pitch de 3 lignes, on monte un petit déj pour, de découverte. On voit si les gens, ça les intéresse ou pas. Et si ça marche, on va y aller. Donc en fait, en général, moi, la manière dont je travaille,
c'est que je sais jamais ce que je vais proposer. Je vois juste quelles sont les problématiques, les contraintes, voilà. Mais du coup, c'est ça en fait, test and learn. C'est voilà, c'est essayer. Et en fait, comme j'étais dans cette start-up et que on était 3 et qu'il fallait qu'on avance tout le temps et qu'on invente des choses tout le temps, on avait mis en place des rituels très très important dans la dynamique d'un groupe, d'un collectif, et on avait des rituels issus de la culture start-up. Et typiquement, et un truc qui a échoué grave, c'est que en fait, on avait mis en place donc le check-in, check-out. Check-in, c'était au début de la semaine. On se fait un point sur la semaine à venir et de quoi j'ai besoin vis-à-vis des uns, des autres, etc. Donc c'est bien, ça donne un cap, encore une fois. Et le check-out, c'était le vendredi, en fin de journée, avant de se quitter. C'était quoi les trucs que j'ai kiffés dans la semaine. Moi, j'aime bien les trucs kiffants dans la semaine. C'est important de se les remémorer. Et puis, ça permet aussi à chacun, dans un groupe, de savoir en fait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas les uns pour les autres. Et donc, de mieux se connaître d'une autre manière. Et en fait, qu'est-ce qui a échoué? C'est qu'on avait mis en place, après le check-in, check-out du vendredi, on avait mis en place le point facturation. Le point facturation, moi, ça m'a... en fait, j'ai pété un câble. Voilà. Moi, je suis plutôt quelqu'un. J'ai beaucoup de mal avec le côté très tableau Excel, très chiffres, etc. Et en fait, mettre en place ce point facturation pour moi en fin de semaine avec l'équipe, avec ma manager, c'était un truc dans ma tête. En fait, ça ne fonctionnait plus. Et un jour, j'ai vraiment littéralement pété un plomb, quoi. Mais vraiment, je suis devenue débile. Et donc là, c'était un gros échec parce qu'il a fallu qu'on revoie en fait l'organisation. Donc voilà, c'était. Je vous donne ça comme exemple parce que c'est très parlant. Mais pour moi, c'est ça en fait, cette culture de l'échec. Ça rebondit aussi sur ce que tu disais, Niels, mais. C'est quelque chose et d'ailleurs dans les entreprises aujourd'hui, moi j'invite les entreprises plus ce que j'appelle traditionnel, enfin voilà, pas en mode start-up, à proposer, à mettre en place des gens qui ont des missions d'intrapreneurs. Des gens qui sont des corporate hackers, c'est-à-dire qui sont pas des méchants hackers, mais qui vont permettre de remettre en question une manière dont ça fonctionne. Parce qu'en fait, c'est comme ça que et donc du coup de les autoriser aussi à tester et donc à échouer. C'est tout ça l'objectif. Hein. C'est l'autorisation. Et donc on en revient à la sécurité psychologique, le cadre, le cap, etc. Anna, est-ce que ce rapport à l'échec et au succès, c'est quelque chose qui est évoqué soit par le management, soit par les salariés quand tu fais tes audits Alors oui et non, peut-être pas dans ces termes-là, mais voilà, ça peut être, je sais pas moi. Souvent on parle d'objectifs en entreprise, voilà. Et je pense que ce qui peut, pour compléter, pour pas dire ce qui a déjà été dit, et notamment le droit à l'erreur qui est capital, parce que de toute façon on va forcément tous se tromper, les salariés, le manager, etc. Et donc pour progresser, ça peut être aussi de définir différents objectifs. Donc il y a forcément un objectif, on va dire, ultime, mais il peut y avoir en fait d'autres objectifs, secondaires, complémentaires, etc. Et donc le fait d'atteindre ces objectifs-là, ça permet de ne pas être en situation d'échec, en gros, mais donc d'être en situation de succès relatif ou alors de succès complet en fonction des objectifs qu'on peut atteindre. Voilà. Et donc forcément, il faut qu'ils soient atteignables, adaptés à chacun. Selon ses capacités, ses compétences, pour aussi, être challengeant, évidemment. Voilà, en gros. Et toi, Marie-Christine, comment tu perçois ce rapport des candidats au succès, à l'échec? À nouveau, est-ce que c'est quelque chose qu'ils évoquent lors des entretiens, etc. Comment tu le perçois? Alors, l'échec fait peur. C'est vrai que souvent, les candidats ont envie de rester dans une situation qui est confortable, en fait. Sauf que c'est dans l'inconfort qu'on progresse. Lorsqu'on reste un peu dans une situation où on n'évolue pas, en fait, où on n'est pas confronté à l'échec, on n'évolue pas. Et donc, ça fait peur, mais ce que j'encourage souvent, c'est justement d'essayer de se dépasser, de faire des choses qui nous terrifient tous les jours, un petit pas tous les jours, éviter de vouloir faire un grand pas, parce que c'est difficile de passer d'une situation où
voilà, d'une situation, on n'arrive pas à faire quelque chose, à vouloir faire quelque chose de 10 fois plus extrême. Donc faire des petits pas tous les jours, c'est extrêmement important. Et puis, encore une fois, on en revient en fait à ce cadre aussi managérial, en fait, tout simplement. Donc c'est important que l'environnement de travail dans lequel on est nous permette justement d'aborder cet échec de manière un peu plus rassurée, avec par exemple des points réguliers avec son manager. C'est hyper important d'avoir à l'issue d'une mission, d'un projet, d'avoir ce moment en one-to-one avec le manager pendant lequel on va donc définir quel a été l'objectif. Est-ce que cet objectif il a été atteint? Oui, non. Pourquoi il n'a pas été atteint et qu'est-ce qu'on fait désormais pour améliorer? Parce que c'est comme ça qu'on apprend de l'échec. Et d'ailleurs, c'est hyper important dans ce genre de contexte-là de ne pas prendre les choses personnellement, ce que beaucoup de candidats ont tendance aussi à faire, se dire que voilà, j'ai échoué dans cette situation et donc l'échec me définit. Pas du tout, l'échec ne nous définit pas, au contraire. Et donc aborder aussi finalement ce growth mindset qui est le fait de transformer des difficultés en opportunités et non pas d'éviter l'échec à tout prix. Après, c'est aussi important, encore une fois, toujours dans ce lien-là avec le cadre au travail, le cadre de l'environnement de travail, c'est aussi la posture des collègues. Est-ce qu'on est dans un environnement où les collègues vont valoriser l'entraide, le fait de donner des feedbacks bienveillants, etc., ou plutôt d'être dans le jugement en cas d'erreur, etc. Et troisième point, c'est d'avoir finalement en fait cet entourage-là qui peut ne pas être dans le cadre professionnel, donc il va avoir un regard qui est un petit peu différent, mais qui peut aussi être dans le cadre professionnel puisqu'il va aussi connaître l'environnement, ou les deux en fait, avoir voilà, ces deux angles de vue-là qui vont tout simplement nous faire des retours aussi en pointant des choses qui sont qu'on a pu bien faire et qui vont nous permettre aussi de ne pas simplement se focaliser sur l'aspect négatif, se dire voilà, voici mes forces, voici mes axes d'amélioration et donc ayant conscience de ça, comment je continue de travailler effectivement sur ces axes d'amélioration et comment je fais également pour renforcer ces forces-là parce que c'est extrêmement important de faire aussi, c'est un cercle en fait tout simplement, donc travailler ces deux aspects-là et donc voilà, l'entourage extrêmement important parce que on a un peu trop tendance à nous dépeindre de manière extrêmement négative et donc avoir des gens qui vont nous voir avec un regard un peu plus bienveillant, qui vont aussi voir nos forces, qui vont voir en fait les choses qu'on est capable de faire au-delà de nos limites, c'est extrêmement important. Et on parle souvent des moments de succès comme fédérateur d'un collectif. Est-ce que tu penses que les moments d'échec, c'est aussi des moments où on peut fédérer un collectif ou... Bien sûr. Et un bon exemple, justement, je trouve que c'est... je me rappelle dans mon ancienne boîte, il y avait souvent des séances de sport qui étaient organisées pour réunir justement l'équipe, non pas autour d'une activité professionnelle, mais autour d'une activité sportive. On avait fait, je me rappelle, du futsal. Et c'était un bon moyen, en fait, d'échouer collectivement dans un contexte dans lequel il n'y avait pas d'enjeu et donc de dédramatiser par rapport aux échecs, de renforcer également cette capacité à collaborer, à s'entraider, à se faire du feedback, encore une fois, dans un contexte où il y a moins d'enjeux. Et donc, ça permettait aussi de relancer cette dynamique d'équipe-là. Donc, oui, clairement. Oui, ça me fait penser à ce que tu disais, Charlotte, sur le fait de sortir du cadre. Puisque donc Marie-Christine, tu dis qu'en échouant, mais dans un autre contexte que celui de l'entreprise, même si on est avec ses collègues, ça permet de dédramatiser ça et du coup de peut-être plus oser pour... ouais. Super. On a couvert les 3 piliers dont on avait parlé. Du coup, on va pouvoir conclure. On va peut-être prendre les questions s'il y en a en live ou s'il y en a... Ici, je vous donne la parole. Tout d'abord, merci pour cette séquence. Et je voulais savoir si vous ressentez, en tant qu'accompagnateur du bien-être au niveau professionnel, s'il y a un avant et après Covid. J'avais cette première question et avant que j'oublie, excusez-moi, la deuxième question, c'est est-ce que les entreprises qui vous sollicitent pour les accompagner, ils vous demandent un suivi sur du moyen terme, au moins? Parce que j'ai l'impression que c'est souvent une mission, parce que c'est réglementaire, parce que c'est c'est politique, stratégique.
même le bien-être devient stratégique en fait en termes de communication marketing pour justement attirer les salariés, les futurs salariés. Mais j'ai l'impression que c'est une mission ponctuelle, un audit, des préconisations. Et comme tout ça, c'est un coût sur de la durée, il y a, mon ressenti, jamais de suivi sur de la durée à moyen terme. Voilà, j'avais ces deux questions, un avant-après Covid et ensuite l'accompagnement sur de la durée. Alors peut-être sur l'avant-après Covid, je pense qu'il y a plus de quête de sens au travail. Je pense que c'est peut-être ce qui a séparé l'avant-après. Voilà, tous les salariés, quel que soit leur statut, même manager, collaborateur, etc. On attend en fait du travail qu'il soit en fait conforme à nos valeurs, qu'on puisse s'épanouir, un meilleur équilibre vie professionnelle, personnelle, etc. Et la seconde question, j'ai oublié, donc si quelqu'un veut y répondre. On en avait un peu parlé tout à l'heure, c'était sur est-ce que c'est des missions la plupart du temps ponctuelles ou si c'était suivi dans le temps. D'accord, dans tous les cas, en fait, il faut que ça s'inscrive dans le temps. C'est vraiment la démarche et la politique en fait, de prévention ou même de QVCT de l'entreprise. Si en fait, il n'y a qu'un one-shot, ce n'est pas une politique, ce n'est pas une démarche. Voilà. Donc après, c'est à l'employeur... de s'engager en fait dedans, mais si c'est qu'une fois, ça, alors c'est toujours utile, mais c'est moins utile que si ça perdure. Parce que l'objectif aussi, c'est d'améliorer en fait, ce qui peut l'être, vraiment d'améliorer en continu. Pour faire quoi. Je sais pas si quelqu'un veut intervenir. Oui, donc je rejoins Anna sur le fait effectivement que le rapport au travail a changé. Donc effectivement, on veut plus de sens, on veut plus de flexibilité, on veut aussi travailler dans des conditions, oui, tout simplement, qui nous ressemblent. Et donc clairement, aujourd'hui, les attentes sont différentes et c'est important qu'en fait, les employeurs soient plus aussi à l'écoute en fait, de ce que les salariés veulent. Parce que, comme ça a été mentionné avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes et même de moins jeunes qui, en fait, du jour au lendemain, arrêtent tout, que ce soit pour voyager, pour changer de profession, etc. Et donc, aujourd'hui, les entreprises ont aussi cette difficulté-là à retenir, à attirer. Et pourtant, en fait, elles sont dépendantes des salariés. Il faut bien qu'il y ait des salariés qui travaillent. Donc, c'est hyper important qu'elles véhiculent pour celles qui portent des valeurs fortes, qu'elles continuent de communiquer dessus, mais que cette communication, elle soit vraie, elle soit transparente et qu'elle ne soit pas juste, effectivement, dans une ambition, du RH, de faire du RH washing, quelque part, mais qu'elle soit sincère pour aussi qu'il y ait ce match-là entre les candidats. Mais c'est sûr que les attentes, elles ont totalement évolué avant et après Covid, quoi. Moi, je vais répondre d'abord à la deuxième question. En fait, le côté one shot, c'est ce dont tu parles. Je pense qu'il y a deux choses. En fait, la première chose, c'est les entreprises, c'est comme, faut pas oublier que derrière, en fait, c'est quoi le budget qu'elles ont, quoi. Donc faut pas être déconnecté non plus de. Bien sûr que l'objectif premier, ça serait d'avoir un accompagnement sur du long terme pour aller au plus loin possible, etc. Mais déjà, moi je trouve qu'il faut saluer déjà l'audace et la volonté de certaines entreprises de mettre en place. Alors moi, ce que je fais, c'est plutôt des événements, mais sur les sujets de transformation. Toi, c'est plutôt sur le côté QVCT, etc. Enfin, en fait, voilà, je trouve que c'est déjà bien. Et moi, j'aime bien cette culture du petit pas, parce que en fait, c'est comme ça qu'on avance. Et après, il y en a qui font. Enfin, moi, j'ai des clients en fait avec qui, au fur et à mesure, en fait, on enclenche. D'abord, on a fait un événement sur un programme d'alignement des usages sur un nouvel outil collaboratif. Ensuite, on a formé des ambassadeurs. Ensuite, les ambassadeurs sont allés en région. Ensuite, on est allé faire des ateliers spécifiques pour les managers pour accompagner les ambassadeurs. Enfin, en fait, ça peut arriver. Il y a quand même des trucs comme ça. Mais c'est vrai que déjà, je trouve que c'est bien de saluer le fait de faire quelque chose, parce qu'en plus, en ce moment, enfin, je sais pas si tout le monde voit ça, mais moi, depuis 1 an, depuis la dissolution, crispation totale, plus de prise de décision, contexte extrêmement compliqué au niveau business, etc. Donc voilà, je trouve que des fois il faut revenir aussi à des trucs très triviaux. Donc voilà, moi je salue déjà ceux qui font quelque chose, parce que c'est déjà bien. Et effectivement, c'est mieux quand c'est suivi. Mais je pense que c'est aussi une question de qui est sponsor du truc, et donc est-ce qu'ils ont envie de le faire, et de est-ce qu'on a l'argent.
Voilà. Et ensuite, sur la première question, du coup, je reviens juste rapidement sur après Covid. En fait, je pense que c'est même pas qu'une question de sens. En fait, le sens en fait partie. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'entends. Hein, c'est en fait le travail pendant. Ça avait commencé avant Covid, en fait. Moi, je m'en souviens, j'avais interrogé des gens de Indeed, la grosse boîte qui fait. Et ils m'avaient dit, il y avait déjà des prémices de la transformation du rapport de force entre les candidats et les recruteurs. Il y avait déjà un truc. Et après Covid, en fait, ça s'est complètement... là, pour le coup, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est drôle ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, les candidats, ils posent des questions. Alors, qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise? Alors, qu'est-ce que vous faites pour nous? En fait, avant, les recruteurs, en fait, il y avait... personne n'osait leur poser cette question, quoi. Donc, oui, il y a un renversement du rapport de force dans le travail, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'attentes. Après, encore une fois, je trouve que c'est bien de se dire le travail, c'est pas non plus le monde des bisounours, quoi. Voilà, faut aussi, c'est donnant-donnant, c'est win-win, mais oui, en fait, le travail a complètement changé, en fait, déjà je sais pas, dans la tête des gens. Le travail, en fait, c'est un ingrédient de la vie, alors qu'avant, c'était pas ça. En tout cas, c'est voilà ce que je. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être en live aussi. Je sais pas s'il y a eu des questions dans le chat. Non, ok. Du coup, on va pouvoir conclure. Mais merci à toutes et tous d'avoir été là en live et ici avec nous. Et merci à vous quatre d'avoir été avec nous également. Merci Loïs.